Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon premier podcast solo sur Dr. Kin. Alors, écoutez, on va travailler avec la logistique en place et le logiciel en place, donc j'espère qu'il y aura un minimum de pépins et que tout va se passer pour le mieux. Alors aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose qui est tendance au mois de janvier, entre autres, la perte de poids. Donc, quels sont les éléments, l'erreur la plus grosse pour faire un titre accrocheur et marketing en perte de poids? Qu'est-ce que les gens vont tendance à faire? Surtout les gens qui sont super bien intentionnés, qui veulent vraiment réussir à perdre du poids, puis qui réussissent à se convaincre de mettre tous leurs efforts, là, puis de vraiment orienter leur vie vers la perte de poids là, pour les prochains mois. Mais ces gens-là vont être particulièrement à risque. Donc, tout au long de cette vidéo-là, n'hésitez pas à poser des questions, à y aller sur le chat. Je vais essayer tant bien que mal d'y répondre et de suivre l'ensemble des écrans qui sont en avant de moi. N'hésitez pas à me signaler si jamais il y a des problèmes de son, des problèmes de vidéo aussi. Question que je ne parle pas dans le vide pendant toute la durée de ce podcast-là. Alors, la plus grosse erreur qu'on peut retrouver, particulièrement en janvier sur la perte de poids, bien, c'est de créer un déficit énergétique trop important. Donc, le déficit énergétique, j'en ai déjà parlé sur de nombreuses plateformes, c'est l'élément potentiellement le plus important au niveau de la perte de poids. Donc, si en absence d'un déficit énergétique, on ne peut pas arriver à modifier la composition corporelle en réduisant la masse grasse. Il faut à un moment donné ou à un autre qu'on soit en mesure d'exposer le corps à un déficit énergétique. Ce déficit énergétique-là, bien, on peut le créer avec une augmentation de la dépense énergétique ou encore une diminution des apports énergétiques, c'est-à-dire bouger plus ou manger moins, ou une combinaison des deux. Le bouger plus peut se faire à travers l'exercice, donc on peut chercher à augmenter la quantité d'exercice qu'on va faire, ou encore on peut chercher tout simplement à bouger plus en meublant notre quotidien d'activités autres que l'exercice, que ce soit marcher, modifier son type de transport le plus fréquent, je vais passer de la voiture à pied, en vélo, donc du transport actif, etc. Donc, c'est l'ensemble des stratégies qui visent la perte de poids vont travailler sur soit la dépense énergétique, soit les apports ou une combinaison des deux. Lorsqu'on arrive vraiment et qu'on est très motivé pour perdre du poids, puis qu'on se dit là c'est le temps, puis on y va, on est prêt, on a tout structuré, on a tout organisé notre vie, tout est prêt là, pour vraiment qu'on réussisse notre processus de perte de poids. Et bien là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont beaucoup augmenter leurs dépenses énergétiques. Donc, ils vont chercher à bouger vraiment beaucoup plus, à s'entraîner beaucoup plus, des fois à bouger plus en dehors des entraînements, puis à s'entraîner, essayer de maximiser la dépense énergétique lors des séances d'entraînement, augmenter la fréquence des entraînements sur semaine. Donc, vraiment cumuler beaucoup de dépenses énergétiques. Puis en même temps, bien, ils vont suivre un régime nutritionnel, une diète qui va être restrictive, qui va viser à réduire les calories, à contrôler les apports. Donc là, qu'on se dit, c'est sûr qu'on ne peut pas manquer notre coup parce que on mange 1200 calories par jour, on en dépense 3500, c'est de la thermodynamique, on va arriver à perdre du poids. Puis là, on commence, puis effectivement, il y a une petite perte de poids, mais c'est difficile. Des fois, il y a une perte de poids un peu plus importante, mais c'est difficile. Il y a l'appétit qui est là, on a faim, il y a de la fatigue aussi qui est là. Et ce qui va arriver, c'est que justement parce qu'on a creusé un déficit énergétique super important, eh bien, on va stimuler l'appétit, puis on va hypothéquer notre capacité à récupérer. Alors ça devient doublement problématique. Lorsqu'on va augmenter l'appétit, ça veut dire que la restriction calorique, elle va être beaucoup plus difficile à soutenir. Psychologiquement, ça va être très difficile. Physiologiquement aussi, on va être tenaillé par la faim, donc ça va être très dur. Donc là, c'est vraiment une guerre d'usure que bien peu de gens réussissent à gagner. Alors, le fait qu'on est vraiment dans le trou au niveau des calories, ça va avoir un effet assez flagrant sur la stimulation de l'appétit et notre capacité à contrôler notre faim. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont décrocher du plan nutritionnel
Puis ils vont dire, c'était trop difficile à suivre la diète, ou encore j'avais pas la volonté, j'avais pas la discipline pour le faire. Puis là, ça se termine par quelque chose de négatif. On a une perception vraiment négative de l'approche. Puis on va porter le blâme sur des éléments de l'intervention sans nécessairement tracer le portrait global qui va nous permettre de comprendre pourquoi c'est pas uniquement l'intervention nutritionnelle qui a fait en sorte qu'on a manqué notre coup, c'est vraiment l'arrimage avec la restriction calorique puis l'augmentation de la dépense qui a été problématique. Donc, ça va être quelque chose qui est difficile à vivre, cette restriction calorique-là, parce que l'appétit est stimulé. Et d'un autre côté, il va y avoir l'effet du déficit énergétique va perturber notre capacité à récupérer. Donc, on va arriver en déficit énergétique sur une période plus ou moins prolongée durant la journée. Et lorsqu'on va être en déficit énergétique, c'est beaucoup plus difficile pour l'organisme de récupérer. Donc, il y a plusieurs volets à la récupération. Donc, on peut avoir une difficulté à récupérer au niveau du système nerveux, difficulté au niveau métabolique, énergétique, donc la synthèse des protéines, le renouvellement du glycogène, donc le sucre qui est entreposé dans les muscles puis dans le foie, qui est la source d'énergie qui va être la plus pertinente, la plus puissante aussi lorsqu'on va faire de l'activité physique. Alors, si on a une plus grande difficulté à récupérer, eh bien, on va jumeler ça avec l'appétit qui a augmenté avec l'augmentation de notre dépense énergétique puis la diminution de nos apports. La plus grande difficulté à récupérer, ça va limiter notre capacité à s'entraîner. Et l'entraînement, si on ne récupère pas, soit qu'on va avoir des contre-performances, donc ça va aller moins bien, on va avoir plus de difficultés à maintenir la cadence, la progression va être pratiquement inexistante, voire nulle. Donc ça, au niveau de la motivation, ça devient très difficile aussi. Alors, on a des effets pervers un peu de notre intervention qui visait initialement de changer notre vie en nous permettant de perdre du poids, mais justement parce qu'on est allé à forte dose, parce qu'on a ambitionné sur les deux côtés, on vient hypothéquer nos chances de succès. Alors, le fait justement d'avoir une difficulté à récupérer va faire en sorte qu'on n'arrivera pas non plus à améliorer la condition physique ou très peu lors du cheminement initial. Et ça devient aussi un autre problème qui va s'ajouter dans l'équation, c'est que si la condition physique n'arrive pas à s'améliorer, à progresser, eh bien, ça devient un peu plus difficile de maintenir un niveau d'activité physique élevé durant la journée, soit à travers des séances d'exercice qui sont extrêmement chargées et intenses, ou encore à travers des activités physiques moins intenses, de faible intensité ou d'intensité modérée, qui vont être meublées dans notre journée. Donc, comme notre condition physique ne progresse pas ou très peu, ça limite notre capacité à dépenser des calories dans la journée. En plus de ça, on a de la fatigue. En plus de ça, on a faim. Donc, c'est une question de temps avant qu'on casse, avant qu'on ne soit pas en mesure de suivre ce plan de match-là. Et même si on réussit à perdre du poids initialement dans les premières semaines, ça va être très difficile pour peu de gens, ça va réussir à être une motivation assez forte pour tenir le rythme. Donc les gens vont commencer à déroger, ils vont commencer le classique à tricher, vont commencer à dévier du plan nutritionnel, à manger un petit peu plus. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une phase de réalimentation. Donc, la phase de réalimentation où les calories vont augmenter de façon plus ou moins prononcée selon l'état ou le niveau de décrochage que les gens vont avoir. Quelqu'un qui est à 1200 calories par jour puis qui casse, qui décroche complètement, ça se peut qu'il remonte à 2200, 2500, voire 3000 calories par jour. Donc, plus cette augmentation-là est élevée, et bien plus ça devient problématique, c'est-à-dire qu'il y a une reprise de poids et bien qu'on réussisse à plus récupérer, bien qu'on va peut-être initialement sentir plus la faim, donc il y a un effet d'emballement sur l'appétit lors d'une phase de réalimentation, mais ça s'estompe lorsque le poids remonte. Donc,
disons que tout l'aspect motivation du processus va être particulièrement difficile et on risque d'avoir un effet à court terme de perte de poids puis un regain assez rapide. Ce regain-là, malheureusement, il n'est pas jumelé avec une amélioration de la condition physique, il n'est pas jumelé non plus avec une augmentation de l'activité physique au quotidien. Donc, on se ramasse à avoir débuté quelque chose avec plein de bonne volonté, avec un désir vraiment d'apporter des changements durables. Puis justement parce que notre intervention était un peu trop ardue, un peu trop à l'extérieur de nos capacités, ça fait en sorte qu'on revient quelque temps après l'intervention, pas au point de départ, mais possiblement un petit peu plus en arrière. Plus en arrière parce qu'au niveau de la motivation, au niveau de la perception dans ses capacités à être en mesure de modifier son poids va être affecté. Donc, on va être moins confiant dans nos capacités, en moins bonne forme physique, potentiellement un moins bon niveau d'activité physique, une moins grosse dépense énergétique sur 24 heures, principalement associée à l'activité physique. Donc, ça nous prédispose nettement à un regain de poids, puis à une perception négative de notre intervention en perte de poids. Alors ça, c'est vraiment une erreur que personnellement j'observe assez fréquemment malheureusement et de plus en plus dans mes interventions, je vais commencer à périodiser l'augmentation à périodiser le déficit énergétique. Donc, on va le planifier. Donc, on ne va pas chercher à créer un déficit énergétique le plus élevé possible pour vraiment s'assurer qu'on va perdre du poids. On va essayer de créer le plus grand déficit énergétique qui est tolérable ou qui est faisable en fonction des capacités de l'individu. Et ça va dépendre, de la composition corporelle initiale, ça va dépendre du niveau d'activité physique sur 24 heures, puis du potentiel de récupération de l'individu. Donc, si ces sphères-là sont optimales, donc on a des bonnes stratégies en récupération, le sommeil, la régularité des repas, et ainsi de suite, si ces éléments-là, c'est constant, ça va bien. Si on a une bonne capacité aérobie, donc une bonne VO2 max, et si, de façon ironique, plus la masse grasse est élevée au début, plus on va pouvoir se permettre de créer un déficit énergétique important qui va être tolérable et qui n'aura pas nécessairement un trop gros effet sur l'appétit. Donc, ça va être quelque chose qui va être gérable et la personne va être en mesure de maintenir ses apports nutritionnels à des niveaux qui sont favorables au déficit énergétique, va être en mesure de récupérer, puis va être en mesure de performer à l'entraînement. Donc, on va avoir une amélioration de la condition physique. Alors, dans le pire des scénarios, si la personne ne réussit pas à perdre du poids, on va quand même être en mesure d'avoir quelqu'un qui est plus en forme. Donc, c'est un moindre mal, si on veut. On se ramasse avec gagner quand même quelque chose. On a progressé. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important à considérer là, initialement. Donc de ne pas partir, en anglais, on va souvent utiliser le terme un all-out, là, vraiment de partir en sprint puis de maximiser les choses. C'est rare que ça fonctionne parce que ça ne permet pas aux gens de s'ancrer dans le mode de vie. Puis c'est pas quelque chose qui est gérable, justement parce qu'il va y avoir un écart beaucoup trop important au niveau des apports puis de la dépense. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y en a que c'est du nouveau, s'il y a des gens qui avaient pensé à ça. Donc, n'hésitez pas à relancer avec des questions sur le chat, que je puisse voir ça puis y répondre. Ou si vous avez des commentaires, des tranches de vie, quoi que ce soit, le score pour la game de hockey, peu importe, n'hésitez pas à y aller. Donc, c'est des éléments... Lorsqu'on va arriver à créer le déficit énergétique, entre autres, quand je parlais de la capacité aérobie, ça a été un petit peu mis de côté, la VO2 max. Donc, de moins en moins, on avait tendance à évaluer ça. Pourtant, c'est un élément important. Donc, on fait beaucoup de cardio. C'est une méthode qui est encore utilisée. Merci Dominique. C'est une méthode qui est encore utilisée beaucoup pour promouvoir la perte de poids. Mais le cardio, ça va être 2-1 Montréal. Merci Jean-Philippe. Donc, le cardio comme tel, sans évaluation de la capacité aérobie, ça revient un petit peu à travailler un peu à tâtons.
il y a beaucoup de méthodes qu'on peut arriver à utiliser pour quantifier la capacité aérobie. Merci Annie. Je suppose que tu n'aimes pas le hockey par exemple. Fait que, donc pour stimuler, augmenter la capacité aérobie, donc il y a plusieurs tests qu'on peut faire pour l'évaluer. Puis pourquoi c'est important? Ben, si vous avez quelqu'un qui a une capacité aérobie à 20-25 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute, ou quelqu'un qui est à 50, c'est pas la même quantité d'énergie que les gens peuvent dépenser par minute. Donc, plus la VO2 est élevée, plus on peut dépenser une grande quantité de calories par minute. Donc, Dominique avait une question. Commencer à renforcer la personne avant de la faire maigrir. Ben, c'est un petit peu ça. C'est qu'idéalement, on veut essayer d'améliorer la condition physique. Donc, il y a deux variables, deux qualités physiologiques qui sont intéressantes. La capacité aérobie, puis la force musculaire. Donc, c'est deux éléments sur lesquels on peut travailler qui potentiellement peuvent influencer là, la suite. Donc, après ça, comment les travailler? Il y a des tonnes et des tonnes de façons, mais effectivement, de chercher à améliorer la condition physique, ça peut être quelque chose d'intéressant initialement, sauf que ce qui va être primordial, c'est de déterminer d'où la personne part. Parce que je reviens à mon exemple, quelqu'un qui est à 20-25 millilitres de VO2, c'est relativement bas. Ça prend peu d'entraînement pour avoir une belle amélioration. Si on a quelqu'un qui est à 50 millilitres, ça va prendre beaucoup plus d'entraînement parce que la personne est plus en forme pour avoir moins de gains. Donc ça, en entraînement, on parle du principe de moindre retour. Donc, meilleur on est dans quelque chose, plus ça prend une grande quantité d'entraînement, beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources pour une petite amélioration. Et moins bon on est dans quelque chose, bien, moins ça prend d'entraînement, moins ça prend une grande quantité d'efforts pour avoir des gros gains. Alors, si on évalue bien le portrait initial, si on a une bonne idée de la condition physique, on peut décider de, oui, effectivement, la condition physique est vraiment basse. On va améliorer cette condition physique-là, on va rendre la personne plus en forme. Après ça, on mettra en place une stratégie de perte de poids. Ou si la personne a déjà des bonnes bases, déjà une bonne condition physique initiale, à ce moment-là, on peut déjà entamer le processus de perte de poids. Caroline qui dit qui va compter sur le bien-être, par exemple, lorsqu'on fait référence au programme de perte de poids que j'ai en ligne actuellement. Ben, tu sais, la perte de poids, le bien-être, pour certaines personnes, puis sans promouvoir la perte de poids à tout prix, parce que je pense pas que c'est quelque chose qui est primordial, là, mais de dire, il y a des gens que leur bien-être va être étroitement associé à la perte de poids parce qu'ils associent la perte de poids à un succès. Donc les gens, puis on l'a tous vécu probablement, on monte sur un pèse-personne, puis on voit que le poids a diminué, puis on est en processus de perte de poids, on est content, on se pose plus de questions, sans nécessairement analyser le pourquoi. Donc Caroline, quand tu dis de compter sur le bien-être plus que les kilos perdus, ben je pense que c'est correct de viser le bien-être, mais ce qui est super intéressant, c'est de mettre l'emphase sur les changements qui sont apportés, puis d'essayer d'évaluer leur effet. Qu'est-ce que j'ai réussi à changer, puis qu'est-ce que ça a donné? Étrangement, ça a tendance à être extrêmement motivant parce que les gens vont développer un peu un sentiment de contrôle, vont avoir l'impression qu'ils sont en charge parce qu'ils cherchent à comprendre le processus et qu'ils sont en mesure d'évaluer ce qui se passe. Et ça, c'est, en anglais, le terme, c'est empowerment, là. Ça donne vraiment une impression qui est pas juste une impression, on est plus à l'affût de ce qu'on fait, on est plus en mesure d'intervenir et de se responsabiliser dans ce qu'on fait. Donc, c'est extrêmement gratifiant. Ça travaille beaucoup sur le sentiment de valorisation et aussi un peu sur le sentiment d'appartenance parce qu'on vient à s'approprier la démarche. Donc, ça, c'est des éléments super importants. Salut Johan. Johan qui pose la question, est-ce qu'il y a un impact sur ce principe en fonction de l'âge de la personne? Donc, je pense que tu fais référence au principe de moindre retour. J'ai pas de données sur l'effet de l'âge sur le principe du moindre retour, sauf que dans les différentes études chez les personnes âgées, même les personnes âgées fragilisées, on remarque des super belles progressions, que ce soit de la capacité aérobie, que ce soit de la force musculaire. La différence, en vieillissant, les gens vont avoir tendance à être déconditionnés un petit peu plus. Donc, plus on vieillit, plus on a eu de temps pour s'entraîner
et aussi plus on a eu de temps pour être sédentaire. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut être plus on est vieux, plus on a le potentiel d'être déconditionné. Donc, moi, je dirais que le principe s'applique sensiblement de la même façon. Puis, je pense pas que les différences, s'il y en a, fassent un changement majeur là-dessus. Si on remarque que les personnes âgées, fragilisées peuvent avoir des super belles progressions. Jean-Philippe, Apple Watch ont-elles des bons outils de référence pour calculer les bilans énergétiques? Les fitness trackers, les accéléromètres, ce sont de super bons outils, mais pas pour déterminer avec précision les calories dépensées. Donc, je déconseille fortement d'utiliser ces appareils-là pour calculer les calories puis essayer de déterminer combien de calories on peut manger ou de combien on va couper. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme marge d'erreur. Il y a plusieurs niveaux. Lorsque les appareils vont calculer la dépense énergétique totale, ils vont avoir une seule mesure qui est faite, qui est la mesure de l'activité physique. Donc, on va capter les accélérations qui sont au poignet. Donc, comment le poignet bouge, c'est à partir de ça qu'on va calculer l'activité physique avec plein de super beaux algorithmes, de filtres, etc. C'est super intéressant. Et on va, ensuite de ça, uniquement prédire le métabolisme de repos avec une équation. Et étrangement, il y a beaucoup de ces appareils-là qui vont utiliser une équation pour prédire le métabolisme de repos, comme Harris-Benedict, qui date des années 30. Dans certains cas, ils vont utiliser l'équation de l'Organisation mondiale de la santé, qui date d'à peu près de 1985, qui sont des outils corrects, mais dont le niveau de précision va osciller entre 100, 200, 300 calories selon les individus. Alors, on se ramasse à avoir une marge d'erreur quand même assez importante juste à partir du calcul du métabolisme de repos. Donc, pour chercher à faire un bilan énergétique, je dirais, c'est pas un outil de prédilection là, pour compter les calories, sauf que lorsqu'on regarde les tendances, c'est là que ça devient intéressant. Si j'ai quelqu'un qui est à 1200 calories d'activité physique mesurée par l'Apple Watch, en moyenne par jour dans sa semaine, si ses valeurs les plus basses sont à 50 calories de dépenses énergétiques associées à l'activité physique mesurée par l'Apple Watch, puis les valeurs plus élevées sont une couple de 1000 aussi, mais on se ramasse avec quelqu'un qui a des journées qui est vraiment, vraiment pas actif et des journées que la personne est super active. Donc, cet écart-là, dans le fond, c'est l'écart type de notre moyenne qu'on a déterminé. Ça semble être un puissant prédicateur du gain de poids. Alors, plus la personne va avoir des variations importantes dans le chiffre mesuré par l'appareil, peu importe ce chiffre-là, qu'il soit valide ou non, on s'en fout un petit peu, mais on va regarder les écarts. Ce qu'on veut, c'est que la montre soit fiable. Ça veut dire qu'elle mesure toujours de la même façon. Donc, si elle mesure mal, on veut toujours qu'elle mesure mal pareil. Comme ça, quand elle mesure un chiffre plus élevé ou un chiffre plus bas, bien, on sait que c'est effectivement plus bas ou c'est effectivement plus haut. Et plus les écarts sont grands, lorsqu'on a un individu en perte de poids, par exemple, bien, plus ça va être difficile d'y faire perdre du poids, puis plus la personne est à risque de prendre du poids. À l'inverse, plus on réussit à réduire cet écart type-là, plus les gens ont des journées constantes. Et ça, je vous dirais que de façon préliminaire, je commence à douter que c'est presque plus important que la moyenne. Donc, c'est peut-être préférable que quelqu'un qui a une moyenne à 1200 avec un écart type de plus ou moins 300, mais ça serait peut-être préférable pour la gestion de son poids qui soit à, je ne sais pas, une moyenne de 800, mais un écart type de plus ou moins 35. Donc ça semble, avec les données que j'ai, ça semble être un indicateur assez intéressant. On sait que cette mesure-là pour des populations, donc, lorsqu'on regarde le nombre de pas moyens par habitant dans une population et l'écart type associé à cette mesure-là, bien, on remarque que plus l'écart type est élevé, plus la prévalence de l'obésité est importante dans cette région-là. Donc, c'est un indicateur plus important que le nombre de pas. Alors, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est tendance, là, si on veut, qu'on commence à regarder. Moi, je regarde définitivement beaucoup plus maintenant l'écart type et j'ai commencé là, à faire quelques interventions avec des participants, là, des heureux volontaires, où on cherche non pas à augmenter l'activité physique, mais à réduire la variabilité de l'activité physique. Et pour l'instant, ça semble intéressant. Donc, j'ai des gens qui
que ça permet de bouger le poids pas mal sans trop changer les apports nutritionnels. Puis pour d'autres, je vous mentirai pas que ça change strictement rien. Donc Dominique nous dit, autrement dit, en cas de gros écart, le corps de la personne tend à vouloir stocker des calories. C'est pas tant au niveau du stockage. Donc ce qui est probable qu'on observe, c'est vraiment des suppositions, là, les données sont quand même assez nouvelles là-dessus. Ce qu'on suppose, c'est que les grosses fluctuations d'activité physique font en sorte qu'il y a une moins grande régularité dans la pratique d'activité physique. Donc, les gens ont, si on veut, un horaire plus variable, moins organisé, et ça pourrait être un facteur problématique. L'autre élément, c'est que les grandes fluctuations, ben, ça va jouer un peu dans ce que je parlais au début, c'est-à-dire au niveau de la récupération puis de l'appétit. Donc, les journées qui vont être excessivement actives, les gens vont avoir tendance à avoir un appétit qui est très stimulé. Donc, à ce moment-là, si je bouge énormément, mais j'ai super faim, il y a plus de risques que je me suralimente cette journée-là. Et inversement, si j'arrive avec des journées par la suite où est-ce que je suis beaucoup moins actif, il n'est pas certain que je coupe tant que ça ma bouffe. Et deux, plus je vais être sédentaire, plus ma récupération va être difficile. Donc ça va faire en sorte que je vais peut-être moins récupérer, la pratique des activités physiques va peut-être devenir un peu plus difficile, etc. Bien, je ne sais pas si le son, ça va mieux, là, mais du volet technique, je pense que je sais pas ce que je peux faire de plus là, si le son coupe. Désolé pour ça. Donc, je ne sais pas, Dominique, si ça répond un peu à ta question là, en lien avec les écarts et le stockage. Cool! Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Pendant que je suis là, puis pendant que j'écouterai pas la game de hockey de toute façon. Pas d'autres questions? Non? Promis, j'envoie pas de facture là, si vous posez des questions. Là. Je vous facture pas avec mon taux horaire. Je me demandais, une question comme ça, est-ce qu'il y en a qui utilisent beaucoup les fitness trackers, là, Fitbit, Garmin, Apple Watch et compagnie, puis qui observent vite les fluctuations, comment ça se promène, comment ça change? Juste s'il y en a qui ont ça là, rapidement sous la main, là, juste avoir une idée là, des journées, là, les journées les plus hautes, les journées les plus basses. Là. Juste peut-être nous donner une idée, là, les écarts. Ah, merci Dominique. Donc, ces éléments-là, c'est intéressant. Puis, donc, les Fitbit, c'est ça. Puis, il y en a qui vont dire, mais lequel qui est le meilleur? Est-ce que Fitbit, Apple Watch? Honnêtement, on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas savoir lequel est le meilleur. Pourquoi? Ben, parce que il y a très peu d'études qui ont été faites pour mesurer la validité de ces appareils-là. Ces études-là ne sont pas faciles à faire. Deux, il y a plus ou moins d'intérêt. Et l'autre point principal, c'est que ces compagnies-là, ils ne divulguent pas comment ils calculent. Donc, comment les décisions qu'ils prennent pour faire les calculs, les hypothèses sur lesquelles ils s'appuient, c'est des secrets industriels qu'ils ne partagent pas. Et à ce moment-là, on ne peut pas savoir. Je vous donne juste un petit exemple sans rentrer dans les technicalités. Mais si on regarde un élément qui est super important, c'est la fréquence d'échantillonnage. Votre appareil, là, combien de fois par seconde il enregistre, il prend une mesure. Il y a fort longtemps, dans les premiers iPhones qui ont eu des accéléromètres qui pouvaient enregistrer ça, je pense que c'était quelque chose comme une fois aux 30 secondes parce que c'était pour économiser la batterie. Moi, je travaille avec des accéléromètres de recherche, puis pour vous donner une idée, chez l'adulte, on va travailler entre 30 et 80 Hz, donc entre 30 et 80 mesures à la seconde pour enregistrer ce qui se passe. Si votre appareil enregistre en dehors de ces valeurs-là, ben ça se peut que le chiffre soit moins valide. Donc, si on pose la question à Apple, à Fitbit, à Garmin, à Polar et compagnie, c'est quoi la fréquence d'échantillonnage de vos appareils? Je vous le dis, ça vaut la peine, écrivez au service technique, au support sur leur site web. Vous allez avoir probablement le même copier-coller que j'ai tout le temps, là, la mesure de l'activité physique et blablabla. Mais une réponse de politicien, là, aucune réponse. Donc, Isabelle qui a des chiffres avec une variation entre 1700 et 2000. Bon, tu vois, donc ça, c'est quand même assez homogène.
Fait que tu as probablement un pattern des journées qui, effectivement, vont se ressembler pas mal. Ça se peut que tu aies des activités très différentes dans ta journée, mais en termes de dépenses énergétiques, elles ne sont pas tellement, elles sont probablement similaires. Je caricature, là, mais par exemple, si moi, une journée, je vais faire de la peinture, puis l'autre journée, je vais faire du jardinage, bien, ça se peut que la dépense énergétique, ça se ressemble pour ces activités-là, bien qu'elles soient très différentes, là. La peinture et du jardinage, je ne vais pas dire que j'ai fait la même chose dans ma journée. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde la mesure de l'activité physique, que ce soit des pas ou des calories, bien, des fois, ça se peut que les journées soient très différentes en termes de nature des activités, mais ça se peut qu'elles soient très similaires en termes de dépenses énergétiques. Ah, désolé Pierre si ça coupe, je pense que c'est sur Periscope que ça fait ça. Peut-être switcher sur Facebook, YouTube, tu vas peut-être plus m'accrocher là-dessus. Là. Je suis pas un habitué de Periscope. Comment les minutes actives sont calculées sur les accéléromètres? Ah, super bonne question. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout le monde prenez vos crayons, vos papiers, on va calculer la dérivée de... Non, c'est une blague. Pas loin, mais bon, on n'aura pas de calcul à faire. Les minutes actives, dans le fond, c'est l'accéléromètre, ce qui mesure à la base, c'est des G, donc des multiples de la gravité. Ça fait bouger des petits éléments qui vont générer un courant électrique en millivolts. Bon, c'est le fun. Plus les millivolts sont élevés, bien, plus ce mouvement-là avait de la puissance. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va convertir ces G-là en valeur d'activité physique. Et ça, chaque compagnie a son unité. Actigraph, les appareils que j'utilise, utilisent des Physical Activity Count. Il y en a qui vont compter ça comme c'était quoi déjà? C'était des BitG. Il y en a donc, ils ont toutes leur façon de convertir. Donc, comment les minutes actives vont être calculées? Bien, c'est combien de temps tu vas passer avec une quantité X ou Y de G. Donc, c'est vraiment combien de temps ton poignet va être assujetti à des accélérations qui sont d'une intensité suffisante pour que ça rentre dans les minutes actives. Et là, qu'est-ce qui est actif ou non? Normalement, si vous êtes familier un peu avec les mesures d'activité physique, on parle de mètres. Donc, des minutes actives, c'est des minutes en activité physique modérée ou plus. Donc, ce serait des intensités supérieures à 3 mètres. Là, s'il y en a qui ont décroché quand j'ai dit le mot mètre, 1 mètre, c'est quoi? 1 mètre, c'est l'équivalent de notre dépense énergétique au repos. 3 mètres, c'est l'équivalent de 3 fois notre dépense énergétique au repos. Si vous êtes un petit peu perdu, là, c'est à peu près l'équivalent en kilomètres/heure. À peu près, là, pas tout à fait, là, mais donc 3 à 6 mètres, ce qui représente une intensité modérée, c'est à peu près sur un tapis roulant, à peu près, là, vous donnez une idée, 3 à 6 km/h. Donc, c'est pas quelque chose qui dépeigne tant que ça, là, c'est une petite activité physique. Et en haut de 6 mètres, là, on parle d'une activité physique qui est vigoureuse. Donc, c'est un petit peu comme ça. Je ne sais pas si ça répond, Marie-Ève, à ta question, là, comment les minutes actives sont calculées, mais la théorie, c'est ça. Dans la pratique, après, ben, peut-être que Polar, eux autres, ils ont décidé que c'est, avec leur appareil, c'est quand ça atteint 3G pendant X millisecondes qu'on considère que c'est une intensité suffisante, puis on rend ça comme une minute active. Apple, c'est peut-être 3.8G, etc. Et ça, en tout cas, si vous arrivez à le savoir, j'aimerais bien ça parce que ce serait super utile parce qu'on pourrait enfin comparer les appareils les uns avec les autres, là. Donc, Ariane qui nous dit entre 1700 et 2600 calories. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a un écart quand même assez important. Là, on parle de 900 calories de variabilité. Si c'est avec l'Apple Watch, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que tes journées sont, en tout cas, pour cet échantillon-là, là, sont assez différentes. Alors ça pourrait être considéré borderline là, comme un facteur de risque là, pour la prise de poids, là, tu sais. Alors, c'est à surveiller. Donc, tu as vraiment des journées très différentes. Donc, c'est à considérer. Bon, avec une Fitbit. Donc, ça faudrait considérer, là, moi, je serais attentif à ça, puis je chercherais à savoir pourquoi mes journées à 1700 sont à 1700, puis pourquoi mes journées à 2600 sont à 2600. Juste pour voir si est-ce que c'est parce que je suis épuisé que j'ai des journées à 1700 calories d'activité physique. Alors, c'est peut-être que mes journées à 2600 me fatiguent trop, puis là, je tombe à 1700, mais t'es quand même active. On s'entend, t'es pas sédentaire, là,
Mais c'est ça. Donc, ce serait quelque chose à regarder, là. Donc, à ce moment-là, la nature de tes activités. Donc, il faudrait voir, est-ce que les journées que tu es à 2600, tu remarques que ton appétit est affecté? Est-ce que les journées à 1700, tu remarques que tu récupères pas? Donc, ce serait des choses que tu pourrais essayer d'observer là, pour voir. Je sais que dans les applications, habituellement, tu peux noter aussi comment tu te sens. Donc ça peut permettre aussi d'ajouter là, un petit peu d'informations là, au fil des jours là, pour voir si ça te place à risque effectivement cette variabilité-là ou si c'est un mode de vie qui est comme ça puis qui va super bien. Donc Johan, tu avais une question. Profil génétique de certaines personnes fait qu'elles naissent avec plus de cellules adipeuses. Par conséquent, écoute, c'est sûr qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont naître avec un peu plus de cellules adipeuses, d'autres un petit peu moins. Ma vision de ça, c'est très personnel, mais on s'en fout un petit peu. Donc, c'est pas important la quantité de cellules adipeuses que tu as. Ce qui va être beaucoup plus important, c'est leur grosseur et leur fonctionnement. Donc ça va être des éléments qui sont super importants en termes de gestion de poids. Donc, tu peux avoir 1 million de cellules adipeuses de très petit volume et qui fonctionnent super bien, qui sont en santé. Et à ce moment-là, la vie est belle, c'est bien correct. Comme tu pourras avoir moins de cellules adipeuses, mais leur volume est beaucoup plus important et elles sont un petit peu amochées. Entre autres parce qu'elles sont gorgées d'acide gras, donc elles contiennent une grande quantité de gras et ça, parce qu'il y en a beaucoup, ça commence à être plus problématique, puis elles développent on pourrait appeler ça un peu des petites fissures. Donc ça à ce moment-là, ça va être, elles vont moins bien fonctionner et ça semble être associé à, ça aussi c'est bien à la mode, là, l'initiation d'un processus inflammatoire plus chronique. Donc ça tend à nous pousser vers d'autres maladies problématiques. Donc c'est pas tant la quantité de cellules qui va être importante lorsqu'on pense à prendre ou perdre du poids. Aussi parce que c'est variable, c'est-à-dire que c'est pas un chiffre fixe, donc les cellules adipeuses peuvent faire de la division cellulaire. C'est un peu pour ça que la liposuction, c'est vrai quand on vous dit qu'on vous retire les cellules et qu'elles ne reviendront pas, on les retire puis on les jette. Sauf que les cellules que vous avez actuellement, elles peuvent se dédoubler encore. Donc je pense que quand la cellule atteint un diamètre de 1 micron, je pense qu'elle fait de la mitose, elle se sépare. Alors, c'est pour ça que le chiffre initial, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est si important que ça. C'est comment tu vas maintenir tes adipocytes en santé, puis comment tu vas éviter qu'ils grossissent trop. Ça va être surtout ça qui va être important. Jean-Philippe, jeûne alternatif, selon moi, c'est ce que c'est une mode ou bien c'est à long terme? Je vais être obligé, ça te prendrait un expert en marketing pour répondre. Moi, je pense que toutes les stratégies nutritionnelles, c'est toujours des modes. Parce que les gens appliquent ça comme des recettes. Ils se garochent là-dedans. S'ils n'ont pas rapidement le résultat escompté, ils vont décrocher. Mais quand tu regardes les tendances, là, moi je regarde le jeûne intermittent, puis on dit que c'est relativement nouveau. Mais moi, je réalise que j'ai fait ça pour une bonne partie de ma vie, tu sais. Puis même il y a quelques années, je critiquais le jeûne intermittent parce que je trouvais que ça avait tendance à encourager les épisodes de gavage, là, parce que les gens, ils se privaient de manger, puis après ça, ils bingeaient dans la bouffe. Fait que je trouvais que c'était pas un comportement qui était sain. Fait que j'ai été quand même assez sévère, assez critique là-dessus. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que, moi, des fois, je me levais, je faisais un petit entraînement, puis relax, je mangeais pas. Puis après ça, je commençais à travailler. Puis moi, quand je travaille, j'ai pas faim. Fait qu'à un moment donné, je commençais à avoir une petite baisse d'énergie. Je me disais, je vais aller manger. Puis il était peut-être 1h30 l'après-midi. Donc, dans le fond, j'avais presque fait un 18 heures de jeûne. Puis je m'en rendais pas compte. Puis j'étais le premier à critiquer le jeûne intermittent en disant, je suis pas sûr que c'est bon, puis etc. Puis dans le fond, sans le savoir, je le faisais. Puis je suis convaincu qu'il y a plein de gens, j'ai des souvenirs d'enfance, mon père qui déjeunait pas avant d'aller travailler, il faisait du jeûne intermittent, tu sais. Donc, c'est des comportements ou des modes de vie, je pense qu'ils vont transcender la mode qui est publicisée du jeûne alternatif, là. Donc oui, je pense que c'est une mode, mais je pense que ça fait des centaines d'années probablement que les gens le font. Je pense qu'on va continuer à le faire. Donc, question sur des repas, de l'énergie en marche, comme
c'est pas parce qu'on saute un repas qu'on est dans le trouble. Il y a beaucoup de gens, à un moment donné, qui critiquaient l'entraînement à jeun. Ils disaient, ah ben non, tu risques de faire des hypoglycémies. C'est sûr que si tu décides d'aller courir un marathon à jeun le matin, moi, je ne mettrais pas mon argent sur toi pour faire un bon temps. Mais il faut que tu regardes c'est quoi les demandes de ton entraînement. Si tu fais un entraînement qui va te demander 300-400 calories, ben si tu es à jeun, tu as des super bonnes chances d'être en mesure de le faire. C'est que tes réserves énergétiques que tu as vont être adéquates pour faire la job. La nuit de jeûne, ce qu'elle a comme effet principal, c'est réduire le glycogène au niveau du foie. Le glycogène au niveau des muscles, lui, il est séquestré dans le muscle, il ne sort pas. Fait qu'à moins que tu aies bien de l'activité physique la nuit, puis que ça épuise tes réserves de glycogène dans tes muscles, ben, le matin, tu peux arriver puis théoriquement avoir des réserves de glycogène musculaire presque intactes puis faire un super bon workout, même si tu n'as rien mangé. La seule affaire, c'est que si tu épuises complètement le glycogène dans tes cuisses et que tu n'es pas capable de recycler, si tu veux, le lactate et compagnie pour faire du nouveau glucose, le foie risque de ne pas être en mesure de mettre en circulation suffisamment de glucose et c'est là qu'il pourrait y avoir potentiellement une hypoglycémie. Donc, sauter des repas, ça peut être excessivement problématique, comme ça peut être pas un problème du tout. Il faut vraiment voir, c'est quand la dernière fois qu'on a mangé, puis c'est quoi l'état des réserves énergétiques probables, puis c'est quoi les exigences de la tâche de ce qu'on a à faire. Ben, tu vois, là, quand on dit, quand on fait ça, qu'on a abusé la veille, mettons qu'on a mangé un peu trop, reprendre le dessus, ben, à court terme peut-être, mais je te dirais, moi j'aurais une vision un peu plus large, un peu plus sur la semaine comme telle, ou sur le mois que plus sur ces 2 journées-là. Moi je te dirais, si tu as abusé la veille, ben, si tu n'as pas faim le lendemain, je me forcerai pas nécessairement pour manger, mais j'irai pas systématiquement dire, ben, je vais aller le faire à jeun pour compenser, parce que le gros repas que tu as abusé la veille, ben, si on regarde les autres repas qui l'ont précédé, est-ce qu'eux aussi on a abusé? Est-ce que c'est un seul repas où tu as fait des abus ou ça fait 3 semaines? T'as-tu été dans un tout inclus, puis tu t'es gavé à tous les jours? Là, je te dirais, c'est pas le même type d'abus. Mais une soirée où est-ce que tu as bouffé 2-3 assiettes de plus, ben, c'est pas si problématique que ça pour le métabolisme ou pour la prise ou la perte de poids. C'est une occasion. Faut quand même, on ne sait pas toujours à qui on s'adresse. C'est sûr que si tu prends un repas de 25 000 calories, c'est pas la même chose. Et sur ça, je vais faire une référence au Monty Python, qui est dans le fond l'équivalent de Rocky Belles Oreilles, mais bien avant, puis en Grande-Bretagne, où est-ce qu'ils ont un film qui s'appelle The Meaning of Life, puis il y a Monsieur Créosote dedans. Vous googlerez ça, vous fouillerez ça sur YouTube, là, c'est disponible, là, c'est une petite vidéo, là, c'est Monsieur Créosote qui, lui, va probablement manger un 20-25 000 calories en un seul repas. Alors, si c'est le cas, ben ouais, tu peux probablement te permettre quelques jours de jeûne là, pour contrebalancer. Mais ce ne serait pas nécessairement quelque chose qui est fréquent. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai pas mal fait le tour un petit peu du contenu que je voulais passer. Je n'étais pas parti pour 2 heures. C'était un premier petit live en solo que je faisais, plus pour tester la mécanique et la logistique de l'application. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai encore un petit 5-10 minutes à vous accorder. Je me suis dit qu'avec le confinement, c'était le bon temps pour commencer à faire des lives. Comme on va avoir tout le monde pris chez eux et on va être en mesure d'avoir un auditoire intéressant. Mais c'était quelque chose que je voulais faire, entre autres parce que j'ai, petite parenthèse là-dessus, j'ai réalisé qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire ça, qui vont faire des podcasts, qui vont mettre des choses en ligne. Et je considère que j'ai une certaine rigueur et que je fais quand même attention aux choses que je présente. Ça n'empêche pas que je peux dire des conneries de temps en temps puis que je peux me tromper assez souvent. Je fais quand même assez attention, j'essaie d'avoir une rigueur, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais n'importe quoi. Puis dans la dernière semaine, j'ai eu plusieurs arguments
Et c'était avec des gens qui étaient convaincus de certaines choses, puis j'étais vraiment surpris parce que la science n'est pas là. La science n'est pas convaincue de ces choses-là, c'est pas clair, c'est pas démontré, mais eux, ils étaient sûrs, puis ils faisaient des podcasts là-dessus. Je trouvais ça particulier, fait que je me suis dit, on ajoutera ma voix. Donc, Pierre qui pose la question, pourquoi après 6 mois de régime, on maigrit plus? Ah, ça, c'est intéressant. Je vais en parler un petit peu, mais c'est sûr que je vais en parler ça lors de podcasts ultérieurs. Ce qui va se passer, la plupart du temps, supposons que quelqu'un a réussi à maintenir ses apports nutritionnels. On suit un plan nutritionnel, on perd du poids, puis on reste sur ce plan-là, puis on continue à perdre du poids, puis progressivement, on va perdre un petit peu moins de poids, puis à un moment donné, on va perdre plus de poids du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand notre poids est stable, ça veut dire qu'on est en équilibre énergétique. Ça veut dire qu'il y a autant de calories qui sont dépensées que de calories qui sont consommées. Le total est even. Ça, c'est la certitude qu'on peut avoir ou presque. Donc, comment ça se fait que avant je mangeais, mettons, 1500 calories puis je perdais du poids, puis maintenant, je mange la même chose si je perds plus de poids? Le fait de perdre du poids, ça va réduire le métabolisme de repos. Le métabolisme de repos, c'est l'activité des cellules au repos. Si j'ai moins de cellules, j'ai moins de calories qui sont dépensées. Quand je perds du poids, je vais perdre majoritairement du gras si ça se passe bien, puis je vais perdre aussi un petit peu de masse musculaire, ce qui n'est pas anormal. Donc ça, le gras, comme le muscle, c'est des cellules qui sont métaboliquement actives. Donc si je perds 50 livres, ce 50 livres-là, il me coûtait de l'énergie au repos, qui ne me coûte plus. Donc je vais dépenser moins de calories. Également, ce 50 livres-là, j'ai pu à le traîner. Donc, si j'allais toujours prendre la même marche, je faisais 2 fois le tour du lac, quand je pesais 225 livres, maintenant que j'en pèse 175, si je fais toujours 2 tours de lac, les tours de lac sont plus faciles, pas parce que je suis meilleur, mais parce que je traîne moins de poids. Et ça, c'est de la physique, je vais donc dépenser moins de calories. Donc, mon quotidien, les activités que je faisais où je devais soutenir mon poids, donc lorsque je me déplaçais en marchant, monter des marches, descendre des marches, elles me coûtent moins cher en calories. Et ce qui va faire, si j'ajoute avec ça la diminution du métabolisme de repos, la perte de mon activité physique, eh bien à ce moment-là, je vais me ramasser à dépenser moins de calories. Pierre, pas de stress, de toute façon, ma réponse, je suis pas mal sûr qu'elle va être enregistrée, puis je vais le rendre disponible, le podcast en ligne après, fait que tu vas pouvoir écouter ça sans problème, donc même si ça coupe, et si ça coupe, je vais blâmer Periscope. Donc c'est ça. Fait que c'est ce qu'on appelle un peu une adaptation, donc une compensation de la dépense énergétique. Donc, c'est presque inévitable quand on perd du poids que notre dépense énergétique va diminuer, à moins qu'on améliore la condition physique et qu'on modifie le mode de vie. Donc, on cherche à intégrer plus d'activités physiques ou des activités physiques à plus haute intensité, ce qui va nous permettre de compenser la diminution de la dépense énergétique. Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Je vais en parler plus, ça, c'est sûr, dans un autre podcast. Donc, Marie-Ève, balance intelligente, mesurant le poids, masse grasse, etc. Utile ou gadget? Moi, je trouve ça super utile, les balances intelligentes, entre autres, parce que ça envoie le poids directement dans mon téléphone, puis que ça s'enregistre dans mon compte, puis que je peux savoir les 10 dernières années, comment mon poids a fluctué à chaque jour, ou à toutes les fois que je me suis pesé. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant pour ça. Je trouve ça aussi super intéressant pour les gens qui se sentent mal quand ils se pèsent. Il y a des gens qui vont monter sur le pèse-personne, et si le chiffre n'est pas ce qu'ils veulent avoir, sont de mauvaise humeur pour le restant de la journée. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut masquer le chiffre, donc on met un obstacle pour pas voir le chiffre et on peut se peser à tous les jours. La balance enregistre, envoie ça dans notre téléphone et on se fait un bilan à la fin de la semaine. Donc le dimanche, on regarde notre téléphone puis on regarde comment notre poids a fluctué durant la semaine. Pour ça, c'est des outils qui sont merveilleux. Pour ce qui est de la masse grasse, les appareils utilisent de la bioimpédance. Donc, ils vont utiliser de la bioimpédance bipolaire. Donc, ils vont travailler avec un courant électrique qui va passer du pied gauche au pied droit ou du pied droit au pied gauche, là, peu importe. Et ça aussi, le problème qu'on a, c'est que ces appareils-là mesurent de l'impédance. L'impédance, ça va vous donner des ohms. Donc, je vais vous donner un exemple. Ça va vous donner une valeur de résistance, une valeur de réactance. Vous allez avoir une valeur de résistance à 550 ohms, une valeur de réactance à 70 ohms. Ça, ces chiffres-là, ça ne nous dit rien. Avec une équation, on va les convertir en valeur de composition corporelle, comme le pourcentage de gras.
Un peu comme les accéléromètres, les balances intelligentes, on ne sait pas quelle équation qui est utilisée. Et les équations sont développées sur des populations spécifiques. Donc, on va avoir des équations qui sont développées chez les Caucasiens, des équations qui sont développées chez les Asiatiques, chez les enfants, chez les femmes enceintes, chez les personnes obèses, chez les athlètes, etc. La majorité de ces appareils-là tiennent compte de l'âge. Et ensuite de ça, certaines vont tenir compte du poids, certaines vont tenir compte de athlètes ou non-athlètes, mais il n'y en a aucune, à ma connaissance, qui tient compte de l'origine ethnique. Et ça induit une variabilité super importante. Pourquoi? Parce que selon les différentes origines ethniques, la proportion entre les segments et le tronc est différente. Par exemple, les Afro-Américains vont avoir tendance à avoir, pour une même grandeur, avoir un tronc un peu plus court, des jambes un peu plus longues. Et ça change quoi? Ça change, s'il y en a qui sont spécialistes en électricité, ça change beaucoup parce que ça va changer les calculs pour la résistance. Les jambes, si elles sont plus longues, ça va jouer beaucoup dans le calcul. Le tronc joue beaucoup moins. Alors, des individus qui sont de proportions différentes, comme on observe de façon plus flagrante avec les différentes origines ethniques, mais à l'intérieur d'une même origine ethnique, d'une même ethnie, on peut avoir des variations aussi. Il y en a des Caucasiens qui ont les bras trop longs pour leur tronc, des jambes trop courtes, il y en a qui c'est plus long. Donc, c'est variable. Alors, si on cherche un outil pour mesurer précisément le pourcentage de gras, je ne l'ai pas sous la main, là, mais on a un graphique, là, j'ai un graphique que j'ai fait, que je présente dans des formations, où est-ce que j'ai, je pense, 12 mesures de mon poids puis de mon pourcentage de gras mesuré avec ce type de balance-là, puis on voit les fluctuations. Là, ça s'en va, ça monte, ça descend, ça bouge. Il y a un écart d'à peu près 4 kilos dans mon poids, il y a un écart d'à peu près 10% entre la valeur la plus basse et la plus haute du pourcentage de gras. Fait que là, les gens regardent ça et disent « Ah, mais ça, c'est ton changement sur 12 semaines. » Puis mon punch, c'est, si jamais vous suivez une de mes formations, vous aurez un punch avant la fin. Mon punch, c'est de dire, ben ça, c'est sur une journée. Fait que c'est pas 12 mesures sur 12 semaines, c'est 12 mesures dans ma journée à peu près à toutes les heures. Donc, ça varie vraiment beaucoup. Alors, quand on est conscient que c'est possible que ça varie, donc on deal un petit peu mieux avec ça. On est plus capable de gérer ça, ça va mieux. Parce qu'on se dit, ah ben là, j'ai pris 3 kilos aujourd'hui, pas sûr que c'est un 3 kilos de plus. C'est peut-être la balance là, qui est off. Mon pourcentage de gras il a augmenté de 7%. C'est peut-être la balance. Je ne stresserai pas avec cette mesure-là. Alors, faut pas l'utiliser dans un but d'être super précis, mais les tendances, encore une fois, peuvent être intéressantes là, sur une semaine ou sur un mois, ou de faire la rétrospective de l'année, là, comment mon poids et mon pourcentage de gras a fluctué cette année. Ça peut être intéressant, puis essayer de le jumeler, entre autres, avec des mesures d'activité physique ou les saisons. Qu'est-ce qui se passe à mon poids l'été, qu'est-ce qui se passe l'hiver, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et ça nous permet de faire des belles affaires. Entre autres, une publication scientifique qui a observé l'effet du gain de poids durant l'été, puis qui supposait que le gain de poids pendant l'été, les gens, c'était ça qui causait, qui était un facteur déterminant dans l'obésité, parce que les gens avaient tendance à ne pas le reperdre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement observer quand vous pesez régulièrement avec ce type d'outil-là. Vous pouvez avoir vraiment l'historique de votre poids et faire des liens avec « Oh, moi je remarque qu'à chaque fois au mois de mai, j'ai une grosse perte de poids. Comment ça se fait? » Puis là, tu regardes « Ah, ben c'est parce que je participe toujours à un camp d'entraînement pour du triathlon et on part 2 semaines, etc. Puis là, ben c'est sûr, là, si on regarde, ben là, ça a un impact. » Fait que là, après ça, ben, ça nous permet de mieux analyser, mieux comprendre, de dire, ben, je réalise que quand je change d'environnement, quand je m'en vais en mode triathlon, quand je m'en vais en mode camp d'entraînement, où est-ce que la bouffe, ben, c'est de la bouffe de cafétéria que j'aime moins, etc., ben, j'en perds du poids. Donc, je ne suis pas nécessairement résistant à perdre du poids, c'est juste que ben, mon environnement, il faut qu'il change pour que je sois capable de perdre du poids. Donc, je ne sais pas si ça répond à Marie-Ève. Il me reste un gros 8 minutes. Après ça, je punch out. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Je suis surpris, mon Dieu, je m'attendais à avoir des bruits de criquets tout le long, puis 2-3 personnes en ligne, c'est tout. Fait que, agréablement surpris de voir qu'il y a un auditoire. Donc, d'autres questions? Non? Good. Bien, écoutez,
J'ai bien apprécié cette première fois. C'est sûr et certain que je vais récidiver. J'hésite à dire même heure, même poste la semaine prochaine, mais c'est fort probable. Je risque de l'afficher sur Facebook ou encore ceux qui l'ont reçu par courriel. Je vais probablement l'envoyer encore par courriel pour annoncer. Si jamais il y en a entre-temps qui ont des questions, des sujets qui aimeraient que j'aborde, je vous encourage fortement à m'envoyer un petit courriel ou m'envoyer un petit message sur Facebook. Ça me fait plaisir là, d'adresser ça plus spécifiquement. Là, puis moi, dans le fond, ça me permet d'arrimer mon contenu avec ce que les gens veulent vraiment savoir. Donc, je vous le dis, c'est gratuit, ça va rester gratuit. Fait que profitez de ma maîtrise puis de mon doc et poser des questions. Ça va me faire plaisir là, d'y répondre. N'hésitez pas à me les envoyer, comme ça je peux me préparer aussi un peu à l'avance. Alors, pour les fans de hockey, je vais vous laisser aller voir la fin du match. Merci, Marie-Claude. Puis, je vous salue bien. Puis, merci, Caro. Fait que, on se revoit fort probablement la semaine prochaine. Puis, entre-temps, vous pouvez toujours aller voir le contenu sur mon site drkin.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.